Bonjour et bienvenue sur le podcast Paroles de patrimoine. Le podcast qui vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires. Je suis Léa. Je suis Azélie. Envie de partir à l'aventure? De découvrir ce qui se cache à côté de chez vous? Ensemble, on va vous faire découvrir le patrimoine sous toutes ses formes. Le petit patrimoine, Le patrimoine naturel, le patrimoine thermal, le patrimoine industriel. le patrimoine culturel. Retrouvez-nous 1 à 2 fois par mois sur une thématique qui vient décrypter un des aspects du patrimoine, en format duo ou en format invité. On vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laetitia pour parler du tourisme durable et vous partager de nouvelles astuces pour aller explorer vos territoires et découvrir les patrimoines qui vous entourent. On va parler voyage local, label et éco-responsabilité. Mais on ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir l'interview. Bonjour Laetitia, Bonjour les filles. bienvenue dans Paroles de patrimoine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Nous aussi. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de slow tourisme, c'est ça? Oui, tout à fait. Et éventuellement, si tu peux te présenter rapidement ton domaine et pourquoi tu es là aujourd'hui. Ok, bonjour à tous. Donc je m'appelle Laetitia, je vis dans les Yvelines. À la base, j'ai une formation d'ingénieur en environnement que j'ai ensuite orientée dans le tourisme durable. Donc je suis maintenant spécialisée dans ce domaine. J'ai été pendant 3 ans auditrice conseil pour les labels Clé Verte et Pavillon Bleu qui sont des références dans ce domaine. Voilà, et puis ensuite, j'ai travaillé pour une petite agence de voyage où j'étais responsable production, où l'aventure à portée de main, en fait, était vraiment notre spécialité. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer des séjours proches de la nature avec des partenaires locaux. Et ensuite, j'ai lancé mon entreprise Ecovida en 2019, où j'ai plusieurs facettes dans mon activité, mais principalement, j'accompagne les professionnels du tourisme dans leur transition écologique. Et j'ai aussi à cœur de mettre en avant des hébergements engagés. Donc pour ça, je travaille avec différents partenaires, notamment les guides Tao, Vaolo, où je peux référencer en fait ces belles adresses sur leur plateforme. D'accord, très bien. Et donc si tu es là aujourd'hui, c'est aussi pour montrer une autre forme de voyager et de découvrir le patrimoine. Et d'ailleurs, si tu devais le définir, comment tu définirais le patrimoine? C'est un terme qui est très large. Pour moi, on peut dire que le patrimoine, c'est un héritage culturel que peut avoir un lieu, mais ça se trouve aussi bien en fait en bas de chez soi. Après, on pense souvent en fait au patrimoine peut-être au bâti, mais il y a aussi, pour moi, le patrimoine culturel, culinaire, naturel. Enfin, voilà, c'est vraiment très large comme domaine. Merci de cette définition du coup qui renvoie à ce que tu dis aussi que le patrimoine peut être en bas de chez soi et qu'il a plein de formes. Et du coup, on parlait tout à l'heure justement des labels et justement des hébergements responsables. Comment tu le définirais, toi, le tourisme responsable par rapport à tout ça? Alors, je suis pas une pro des définitions, mais en tout cas, ma vision personnelle du tourisme responsable ou durable, enfin, chacun l'appelle un peu comme on veut. Pour moi, c'est un tourisme conscient, en fait, où on prend le temps de voyager, découvrir, s'imprégner des lieux, justement de l'histoire et aller à la rencontre des locaux. Pour moi, c'est pas simplement consommer de la destination, c'est l'inverse un peu du tourisme de masse. Si je peux rajouter encore une chose, c'est que le tourisme durable, ça peut commencer, comme je disais, en fait, en bas de chez soi ou à l'autre bout du monde, et que c'est pas forcément la destination qui compte pour moi, mais c'est l'envie en fait qu'on y met derrière. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'attire dans ce tourisme durable? Pourquoi tu t'es tournée vers ce domaine? Ça, c'est une bonne question. Pour moi, le slow-tourisme, voyager responsable, pour moi, tout est lié. C'est une façon de voyager qui est de prendre le temps de découvrir, comme je disais, d'échanger, de faire des rencontres et sans être en fait dans une dimension de surconsommation, de toujours plus vite. C'est voilà, consommer des produits locaux, favoriser des transports moins polluants, aller chez l'habitant. Enfin, c'est découvrir aussi des endroits qu'on n'a pas forcément la possibilité de découvrir si on y allait en voiture, par exemple. Mais du coup, ça recoupe complètement la vision de Paroles de patrimoine où on essaie de montrer que le patrimoine, il est partout. Et c'est très bien aussi, justement, dans les formes de voyager, le voyage en train avec les mobilités douces ou même à vélo. On voit des choses complètement différentes et on peut, du coup, découvrir de nouvelles formes de patrimoine auxquelles on n'aurait pas pensé et pas vu au premier abord aussi. Par exemple, même depuis la route ou en allant tout vite, on voit pas les mêmes choses qu'en prenant le temps d'apprécier le moment et même les producteurs locaux ou la gastronomie comme tu en parles, c'est
c'est une forme de patrimoine en fait. Mais complètement, c'est vrai que des fois, on peut très bien passer le long de la route, puis se dire, enfin, je me vois faire ça des fois, dire, oh tiens, au loin, il y a un château ou quelque chose, puis hop, on passe sans. Alors que voilà, finalement, si on avait fait ce trajet en vélo, on serait sûrement passé à l'intérieur du petit village, et puis on aurait pu aller, enfin voilà, découvrir, c'est vraiment prendre le temps de découvrir toutes ces belles choses qu'il y a autour de nous, en fait. Et puis d'aller voir ce qu'on voit, enfin voilà, Pour de vrai. simplement au final. Et du coup, par rapport à tout ça, si tu pouvais nous parler d'un lieu qui te tient à cœur ou qui a du sens avec tout ce qu'on dit là. Ça, c'est un peu la question difficile parce que moi, des lieux, franchement, j'en ai des dizaines qui méritent tellement d'être découverts et qui sont dans une démarche environnementale, mais aussi de partage incroyable. Donc, le choix est, est un peu difficile, mais je peux vous parler peut-être du dernier lieu où je suis allée et qui a été incroyable et que j'ai découvert grâce à Vaolo. C'est la ferme de Trincali, dans le sud-ouest. Et c'est un lieu qui propose des hébergements insolites au cœur de leur ferme qu'ils ont complètement construit eux-mêmes. Tout a été pensé en fait pour réduire au maximum l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Ils fonctionnent un peu en circuit fermé, enfin voilà où tout est utile à tout et c'est vraiment incroyable. Et ils ont un sens du partage aussi. Et ça aussi, pour moi, c'est vraiment la base, quoi. C'est avoir envie de partager avec les autres pour donner envie de découvrir et d'aller plus loin. Après, je peux vous parler aussi d'une adresse où je vais aller. Je n'y suis pas encore allée, mais je suis déjà sous le charme avant même d'y avoir, d'y avoir mis les pieds. Je vais prochainement aller dormir dans une tiny house en pleine forêt. Chez Antoine et Samantha. Et c'est un beau projet familial en autoconstruction. C'est une vraie dimension en fait environnementale qui est prise en compte. Et donc, j'emmènerai ceux qui veulent sur mon compte Instagram qui découvriront en même temps, ça vous dit. Mais enfin voilà, ça, c'est vraiment des projets que j'ai à cœur de soutenir, de découvrir. Et souvent, il y a vraiment des belles personnes qui sont derrière tout ça. J'ai une question par rapport aux tiny house. Est-ce que elles sont forcément éco-responsables? Alors, ça, c'est un peu la question de l'hébergement, on va dire, insolite. C'est pas forcément. Je veux dire, après, tout dépend de la façon dont on le fait, du territoire qu'on choisit. Après, souvent, les personnes qui sont derrière ce type de projet ont souvent, majoritairement, un engagement environnemental derrière et ils vont faire attention au choix des matériaux, à la façon dont les déchets vont pouvoir être traités. Mais tout dépend des personnes qui sont derrière. C'est pas hébergement insolite ne veut pas forcément dire hébergement éco-responsable. Mais dans la grande majorité des cas, c'est lié quand même. Parce que c'est un état d'esprit, on va dire, qui se veut proche de la nature et donc respectueux. Mais du coup, l'hébergement, il participe aussi à cette découverte du patrimoine et il est complètement dans cet esprit de slow tourisme, de prendre le temps aussi de se poser dans des lieux un petit peu qui sont agréables à être. On prend le temps d'assimiler les choses qu'on voit et de prendre le temps pour soi et aussi du coup le temps d'aller découvrir ce qu'il y a autour de ces nouveaux endroits où on est en fait. Mais complètement, et c'est pour ça que maintenant, enfin, moi je conseille vraiment, c'est de proposer des séjours de minimum 2 nuits, on va dire, pour prendre le temps d'apprécier, d'être plus de 24 heures sur place, parce que des fois, le temps d'arriver à 17 heures, il faut rendre l'hébergement à 10 heures le lendemain. On n'a pas le temps de forcément s'imprégner du lieu, d'échanger avec les autres, etc. Donc c'est vrai que de pouvoir passer 2 nuits, ça permet aussi d'avoir un impact positif sur le territoire, parce qu'on va pouvoir aller consommer localement, aller découvrir justement le petit village dans lequel se trouve l'hébergement, alors que, enfin voilà, 2 nuits, enfin pour moi c'est vraiment le minimum maintenant pour essayer de. C'est pas toujours possible, mais quand on peut, c'est vraiment intéressant d'essayer de passer plusieurs nuits sur place. Donc du coup, Laetitia, là, tu nous parlais des hébergements insolites, des hébergements éco-responsables pour aller découvrir le patrimoine. Comment tu les choisis, ces hébergements? Et du coup, tu nous as parlé de ces labels, de tes partenaires. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Alors, j'ai plusieurs choses du coup que je peux vous dire. Je peux déjà vous parler donc de 2 labels pour lesquels j'ai travaillé. Après, il en existe d'autres, hein, mais moi, je vais prendre la parole du coup sur ceux que je connais le mieux. Donc, il y a le label Clé Verte, qui est un label international qui, en fait, référence les hébergements touristiques qui sont engagés dans une démarche environnementale. Et pour rejoindre ce label, il y a plusieurs étapes pour l'hébergement. En fait, il va devoir remplir un questionnaire d'une centaine de questions. Donc, c'est vraiment une approche globale et très complète qui va aborder la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, mais aussi la sensibilisation des hôtes. Donc, tout ça, l'hôte va remplir ce questionnaire. Et ensuite, un auditeur va venir se déplacer sur place
pour accompagner l'hébergement à remplir ce questionnaire s'il a des interrogations et en fait avoir un dossier le plus complet, le plus juste possible, avant qu'il passe devant un jury qui va décider d'attribuer ou non le label pour les 3 prochaines années. Ça vraiment, si vous cherchez vraiment un hébergement qui est engagé, si il a le label clé verte, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça, c'est vraiment un label de confiance. Mais maintenant, il y a des plateformes du coup qui se sont développées et qui référencent des hébergements engagés. Donc ça, je peux aussi vous en citer. Il y a par exemple Vaover, Ethic Hotel, les guides Tao. Enfin voilà, il y en a plusieurs dans le domaine où vous pouvez aussi faire confiance, du coup, sans forcément que les hébergements aient un label. C'est aussi une bonne alternative pour trouver des hébergements engagés plutôt que d'aller sur des plateformes, peut-être qu'on ne va pas citer, je ne sais pas, mais sur des plateformes communes. Oui, il y a des alternatives en fait. Voilà, des alternatives existent. Et si je reviens sur le deuxième label pour lequel j'ai travaillé, qui est le pavillon bleu, là, c'est concerne plus les communes et les ports de plaisance. Donc les communes, ça va être lié à leur plage. Donc c'est pour les territoires de côte ou qui ont des points d'eau et qui vont également en fait avoir une démarche environnementale et par exemple proposer aussi une gestion des déchets sur leur site, des animations environnementales pendant l'été. Donc si vous cherchez une plage engagée, il faut regarder le petit drapeau bleu, pavillon bleu. Vous êtes sur une plage engagée, enfin une commune en tout cas qui met des choses en place pour protéger l'environnement. Ok, merci beaucoup. Et du coup, c'est bon à savoir pour choisir son point d'eau pour l'été, en fait. Complètement. Parce que du coup, il y a des analyses plus poussées qui sont faites aussi et qui sont visibles par les voyageurs. Donc ça aussi, c'est vraiment un label de confiance, hein. Donc, tu nous as dit que tu fais attention aux labels. Et par exemple, quand toi, tu choisis une destination, à quoi tu fais plus attention? Est-ce que c'est par rapport à ces labels ou d'autres choses? Alors, déjà, tout dépend de la raison pour laquelle je voyage. Est-ce que ça va être professionnel, personnel, si je voyage seule, en famille? J'ai pas forcément les mêmes attentes, mais on va dire que ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais, dans la globalité, ce que je recherche, que ce soit pour une activité ou un hébergement, c'est déjà qu'il est conscient de son impact environnemental et qu'il essaye de mettre des actions en place pour essayer justement de réduire son impact. Donc c'est pas forcément souvent, on va dire que je commence par regarder s'il a un label. Je vais déjà sur le site clé verte. Hop, je regarde s'il y a des hébergements qui sont là où je veux. S'il y en a pas, je vais basculer sur des plateformes dont je vous parlais tout à l'heure, Vaover, Ethic Hotel, qui référencent des hébergements dont je sais engager, Guide Tao, je vais dans mon petit guide, hop, en fonction de là où je veux aller, je regarde si ça répond en fait aux critères dont j'ai besoin pour ce séjour. Et puis après, voilà, j'y vais les yeux fermés. Et puis des fois, il y a aussi des hébergements, et c'est ça mon travail, c'est de découvrir de nouvelles pépites. Donc il y a aussi beaucoup d'hôtes en fait qui se rendent pas compte qu'ils font plein de trucs super et qui du coup ne le mettent pas en avant alors qu'ils mériteraient beaucoup ils mériteraient beaucoup plus d'être mis en avant. Et c'est mon rôle aussi, c'est d'aller découvrir ces hébergements qui sont pas encore référencés sur ces plateformes, puis de les accompagner dans tout ça. Des hébergements qui sont aussi au tout début de leur démarche. Moi, mon rôle, c'est aussi du coup de les amener. Il faut bien commencer à un moment donné quelque part et on n'attend pas d'un hébergement qui soit parfait. C'est surtout ça que je voulais dire, et c'est que chacun est à un moment donné sur son chemin et qu'il faut être dans une démarche d'amélioration continue. Et moi, je cherche pas l'excellence forcément à tout prix, zéro déchet, avec tout ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est chacun fait de son mieux et c'est ça le principal. Oui, du coup, c'est un peu une phrase qu'on pourrait reprendre pour dire à nos auditeurs, chacun fait de son mieux pour aller chercher le patrimoine, qu'il n'y a pas de type de pratique parfaite pour aller explorer son territoire. Et de tout, c'est aussi de savoir pourquoi on le fait et que l'hébergement et la destination et que tout ça mis ensemble, on peut le faire bien pour soi en prenant son temps de se poser et d'apprécier la destination, mais aussi en faisant attention au label, à l'hébergement et à toutes les pratiques qu'on met en place sur le territoire dans lequel on se rend, ou même sur son propre territoire, dans ses pratiques quotidiennes d'exploration, on peut dire. Mais complètement, voilà, pour moi, c'est vraiment un tout. Et des fois, justement, je vais dans un hébergement, par exemple, qui propose encore, je vais prendre un petit exemple, des produits d'accueil individualisés. Hop, on va en parler à un moment donné, et puis je vais dire, vous savez, vous pourriez proposer des gels douche en grand conditionnement. Il me dit, ah, mais super, j'y avais pas pensé. Enfin, puis voilà, c'est en échangeant comme ça, puis hop, il y a un petit progrès qui s'est fait, ou il le fera peut-être l'année prochaine. Enfin, mais c'est aussi en allant dans des hébergements qui peuvent au premier abord être moins engagés, mais qui n'en ont pas moins la volonté de faire mieux. C'est ça qui est en fait qui est intéressant. Oui, c'est l'état d'esprit dans lequel on est quand on fait les choses, aussi bien pour l'autre que pour la personne qui se rend dans l'hébergement, en fait. Tout à fait. Et puis moi, je suis la première à non plus ne pas être parfaite. Donc, Mais on peut pas. voilà, pour moi, c'est vraiment pas un objectif
en soi, c'est de faire de son mieux et d'avoir envie de rencontrer l'autre aussi. Oui, puis rencontrer l'autre, c'est chouette, je trouve, que tu dises ça parce que le patrimoine, il n'est pas que dans sa forme statique, il est dans sa forme aussi où on peut tirer des informations, des expériences et avec l'échange tout simplement même de l'autre qu'on va rencontrer dans dans notre hébergement insolite, qui va pouvoir nous parler aussi du territoire à côté, en fait, tout simplement dans cet échange de personne à personne. Mais complètement, parce que souvent, c'est l'autre qui connaît le mieux son territoire et au lieu des fois de fouiller, dans les magazines, il suffit d'aller, passer, un petit quart d'heure, et puis là, souvent, ils ont des pépites. Ah là, faut aller dans le petit coin, puis c'est eux qui vont vous donner la petite randonnée à faire qui est pas dans le guide. Ça, c'est vraiment l'un des meilleurs conseils que je puisse donner, c'est d'aller échanger avec les autres. Et alors, justement, en parlant d'échanger avec les autres, est-ce que si on te demande comment le slow tourisme, il permet de renouer justement avec les autres, avec la terre ou même avec la dimension, écologique, comment tu le définirais ça? Comment est-ce qu'on arrive à renouer avec toute la dimension des autres et aller à la rencontre des autres par le slow tourisme? Et ben, du coup, je dirais qu'on est déjà plus dans une spirale de la surconsommation. Déjà, on sort de ça, donc on prend plus le temps de regarder, de discuter, de se déconnecter de son quotidien. Enfin, c'est déjà la base. Après, c'est différent pour chacun. Je me dis, chacun va le vivre à sa façon. Il y a plein, comme on disait, il n'y a pas de meilleure façon de faire du slow tourisme, mais il y en a plein. Et peut-être que je peux vous partager un petit exemple. L'été dernier, j'ai choisi de partir à l'aventure en bas de chez moi, en partant faire du vélo, faire un bout de la Vélocénie. C'est une voie verte qui va de Paris au Mont-Saint-Michel, mais bon, moi, j'en ai fait qu'un tout petit tronçon, hein. Mais voilà, ce trajet, en fait, je l'ai fait en plusieurs jours à vélo, alors que j'aurais pris ma voiture en 2 heures, je serais allée à mon point final. Mais en fait, moi, mon but, c'était pas la destination, c'était vraiment le chemin. Et du coup, sur ces quelques jours, avec mon attirail à vélo, j'avais mon chien, ça a suscité plein de questions sur tout le trajet, des rencontres avec des gens, tu prends le temps du coup de partager, le soir dans la chambre d'hôte, c'est pareil. Enfin voilà. Et pour moi, c'est ça, en fait, voyager de façon slow et responsable. Alors, on n'est pas obligé forcément de faire du vélo, mais enfin voilà, c'est une façon comme une autre. Et moi, j'avais adoré cette expérience de partir avec mon vélo en bas de mes escaliers. C'était ça le début de mon aventure. Et sur quelques jours, sur la vélo, c'était une super expérience. Ah, c'est trop chouette. Et pour nos auditeurs, parce que tout ce que tu nous donnes comme conseils et comme recommandations, ça donne envie, pourquoi devenir un slow voyageur? Ça, pour moi, les motivations, elles peuvent être tellement nombreuses en fonction de chacun, mais moi, je dirais que c'est déjà avoir envie d'être acteur du changement et être un voyageur conscient de son impact pour pouvoir, en fait, après agir positivement. Ouais, pour moi, je dirais que c'est la base, être conscient de son voyage et ne pas voir la destination finale comme le but ultime. Et c'est aussi, comme on disait, enfin voilà, renouer avec la terre, avoir envie de réduire son impact sur l'environnement, faire des rencontres. Enfin voilà, pour moi, c'est tout ça. C'est vraiment un tout, quoi, en fait, comme tu l'as dit. Même au départ, on y revient, que c'est vraiment un tout et une pratique aussi qui est propre à chacun. Chacun à son niveau, chacun à son rythme. Mais voilà, oui, complètement. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, justement, à cette dimension éco-responsable, peut-être même le Covid qui a changé les pratiques, puisqu'on n'a pas pu partir pendant. On est encore restreint dans nos manières de voyager, mine de rien, c'est pas encore revenu à la normale, mais où on a été encore plus fermé pendant une période, où on est parti à l'aventure en France, en fait, où beaucoup, justement, ont redécouvert le territoire. Mais tu penses que ça, c'est qu'une tendance, on peut pas partir plus loin, donc on va s'intéresser à ce qu'il y a chez nous, et après on repart, où vraiment il y a une volonté de la part des voyageurs de faire attention à leur manière de voyager et de réapprendre à voyager Sur le long autrement. terme. Voilà, et sur le long terme, parce que le slow tourisme, c'est quelque chose qui, pour toi, pourrait durer. Alors pour moi, c'est un vrai sujet et pour moi, il y a pas enfin, il y a 2 choses. Je pense que, effectivement, beaucoup de personnes ont découvert, le territoire, et le voyage de proximité pendant cette période, compliquée qu'on connaît et je pense que les gens, se sont dit: «Mais waouh, mais quel territoire on a trop de chance». En fait, on a tellement de choses à faire en France, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, on a la mer, la montagne, des paysages, incroyables. Donc je pense que d'un côté, ça a fait découvrir à beaucoup de gens, les richesses de la France. Après, je pense pas non plus que ce soit le but de ne plus du tout voyager à l'étranger parce que les pays étrangers ont aussi, énormément de choses, à nous apprendre et à nous faire découvrir. Mais effectivement, je suis convaincue que c'est une réelle manière de voyager
Il y a même plusieurs études dernièrement qui montrent que c'est une envie croissante de la population de renouer avec la Terre, remettre les rencontres au cœur du voyage, prendre le temps de découvrir des endroits plus reculés, loin du tourisme de masse et tout ça. Donc ça, je pense que ça va perdurer, ça va même aller en s'accroissant dans le temps, mais pas forcément, enfin voilà, en France, mais aussi je pense que, mais même à l'étranger, voilà, les gens peuvent faire du slow tourisme en voyageant à l'étranger, c'est pas du tout incompatible en tout cas. Bah, c'est trop chouette, du coup, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as expliqué sur le tourisme durable et sur justement comment partir à la découverte des patrimoines des territoires, aussi bien proches ou lointains, comme tu l'as dit, à l'étranger aussi, mais de le faire en conscience et à son rythme aussi. Il n'y a pas de compétition ou voyageur parfait. Juste aussi, c'est apprendre à... Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais apprendre à aussi prendre le temps pour soi, prendre le temps pour les autres, et du coup, prendre le temps pour la planète, en fait, c'est un lien qui est complètement... c'est ce qui définit le slow tourisme, c'est de prendre en considération l'autre, l'environnement et soi-même. Mais complètement, bah oui, ça rejoint tout à fait, enfin, ce que je suis tout à fait en accord avec ça. Voilà l'heure des questions du tac au tac. Nous allons te poser donc des questions avec un choix parmi 2 réponses possibles. Est-ce que tu es partante? Je suis prête. C'est parti. France ou étranger? France. Train ou vélo? Vélo. Randonnée ou VTT? Randonnée. Gîte ou auberge? Gîte. Montagne ou campagne? Montagne. Voyage itinérant ou localisé? Itinérant. Toilette sèche ou douche solaire? Toilette sèche. Compost ou récupérateur d'eau de pluie? Compost. Est-ce que tu aurais une spécialité culinaire à nous donner? Des pâtes au pesto. Allez, on prend. On part en Italie. Voilà. Et un coup de cœur. Cœur, ça c'est dur ça. Là, comme ça, j'en ai tellement des coups de cœur que... Un coup de cœur, un lieu. Je pourrais dire la forêt. Et pour conclure, du coup, est-ce que tu peux nous partager une citation, une recommandation, quelque chose qui, en lien avec notre conversation, on va dire? Bah écoutez, je pourrais peut-être terminer en vous proposant 2 citations qui me parlent beaucoup. La première, c'est une citation de Gandhi: «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde». Voilà, pour moi, il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire les choses et surtout pas attendre que les autres le fassent. Je pense que le changement par l'exemple, c'est pour moi la plus belle manière en fait, d'embarquer les autres avec nous dans l'aventure, et surtout pas par la culpabilisation. Donc voilà, j'essaye de me rappeler cette phrase assez régulièrement. La deuxième citation que j'aimerais vous partager, c'est: «On protège ce qu'on aime et on aime ceux qu'on connaît», de Jacques Cousteau. Et c'est pour ça que je pense que le tourisme, c'est un moyen essentiel de protection de notre planète, car il invite à découvrir et donc à aimer de nouveaux horizons. Et ensuite, on a envie de déplacer des montagnes pour le protéger une fois qu'on l'a découvert et puis aimé. Donc voilà. Ah, c'est trop chouette. parfaite conclusion. Merci beaucoup Laetitia. Est-ce que du coup, pour finir, tu aurais une référence, un livre, un film à recommander pour aller pousser cette notion en fait de slow tourisme? Bah écoutez, moi je peux vous recommander le dernier guide Tao pour lequel j'ai eu la chance d'écrire une bonne partie. Donc si vous cherchez des pépites d'hébergement engagé, mais aussi des associations pour lesquelles vous pouvez vous engager, des idées d'activités, bah franchement, foncez. Ça s'appelle 2000 idées et adresses pour voyager engagé partout en France. Donc vous serez sûr de trouver votre bonheur. Et pour l'avoir en ma possession aussi, je le valide complètement. Merci beaucoup Laetitia. Bah, c'était franchement un plaisir et c'était une première pour moi. C'était top, c'était super enrichissant et intéressant. Donc, au plaisir. Et bah, une prochaine les filles. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Paroles de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philozélie, et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis.